And now may I ask... Maintenant, je vais demander à Madame Paulina Massida, qui est la représentante légale des victimes, qui a eu l'autorisation de participer en la présente affaire. Je vais lui demander de nous rejoindre. Je vais demander également à mes collègues du protocole de l'aider à s'installer. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. 726 victimes ont été autorisées à participer au procès à l'encontre de M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Il s'agit de femmes, hommes et enfants qui ont directement souffert des événements qui se sont déroulés en République de Côte d'Ivoire entre le 27 novembre 2010 et le 8 mai 2011. Certaines d'entre elles ont subi des violences physiques, sexuelles et ont été humiliées, portant encore aujourd'hui les traces de cette humiliation qui se traduit en autant de stigmatisation. Pour d'autres, les morts de ceux qui leur étaient chers, notamment les membres de leur famille, inscrits de manière indélébile dans leur mémoire. Toutes ont souffert des dommages moraux et des souffrances psychologiques. À cela s'ajoutent, pour la plupart d'entre elles, des souffrances physiques. Les victimes témoignent toutes, à travers le récit des événements qui les ont touchées, de la nature particulièrement cruelle de crimes qui les ont accablés, mais également de leur caractère généralisé et systématique. Briser le silence, c'est en grande partie ce à quoi aspirent les victimes que je représente aujourd'hui. Briser le silence qui entoure les événements terribles auxquels elles ont été confrontées. Le silence comme frein à la justice, la parole comme premier pas vers l'établissement de la vérité et vers un accès à la justice. Briser le silence, enfin, en mettant des mots sur des actes, en identifiant les crimes qui correspondent à leurs souffrances et à leurs dommages, en apportant une réponse à ce qui s'est passé. Les victimes sont des acteurs indépendants dans cette procédure et leurs préoccupations diffèrent de celles de l'accusation. Elles veulent utiliser le droit qui leur est garanti de contribuer à la recherche et à l'établissement de la vérité. Ce processus passe par la prise de parole, le partage des faits vécus, la reconnaissance des préjudices qu'elles ont subis et des crimes qui en sont à l'origine. Les victimes attachent à cette procédure une valeur très importante. Tous leurs espoirs sont tournés vers la Cour afin de pouvoir enfin connaître la vérité. À la veille du procès, qu'elles ont attendu depuis 5 ans, les victimes se réjouissent du fait qu'enfin, les événements qu'elles ont vécus seront entendus dans un cours de justice. Je vous remercie de votre attention. Merci, Maître Paulina. Je vais également donner la possibilité pour prendre les premières questions sur le terrain d'Abidjan. Donc également, je vais vous demander d'être patient pendant 1 minute, le temps qu'ils puissent nous présenter leurs premières questions. Bonjour, je suis Lassina Sangaré pour l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord saluer l'initiative de la Cour pour l'initiative relative donc à la vulgarisation des mécanismes de la Cour pénale internationale.
à travers des campagnes radiophoniques. Cela dit, à la suite de ces campagnes, il nous revient que les victimes s'interrogent à quand prendra fin ce procès pour qu'effectivement les indemnisations commencent. Voilà en gros ce qui nous revient et c'est une préoccupation pour nous qui sommes toujours en contact avec la communauté. Je vous remercie. Pardon, est-ce que vous pourriez répéter votre question? On n'a pas très bien compris. Bonjour, je suis Frédéric Gara de RFI Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette question se serait adressée plutôt à Mme Bensouda, mais je peux aussi la poser à la représentante des victimes. Est-ce que vous ne craignez pas, est-ce qu'on ne peut pas appréhender le fait que la lenteur, le décalage qu'il y a dans l'enquête, dans la procédure, dans ce procès entre les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara, n'entache pas le verdict à venir concernant M. Gbagbo et les Goudé? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un effet dommageable entre le moment où certains seront peut-être condamnés et où d'autres comparaîtront peut-être à l'issue d'une enquête judiciaire? Ok, merci. Merci pour les questions. J'espère qu'on a bien saisi parce que c'est un peu difficile le son. Je pense que la première question concerne quand les indemnisations pour les victimes vont arriver. Devant la Cour, on ne pourra pas déclencher une procédure en réparation jusqu'à quand il y aura un verdict de culpabilité. Donc, en effet, les procédures en réparation sont déclenchées devant la Cour seulement quand un accusé est déclaré coupable. Cela veut dire qu'à l'instant, on ne pense même pas à une procédure en réparation parce qu'il ne s'agit que du début du procès pour établir la culpabilité des deux accusés. Deuxième question, si je comprends bien, on remarque un certain décalage dans les enquêtes, ce qui fait qu'il y a certaines victimes qui peuvent participer aux procédures devant la Cour, tandis qu'il y a des autres qui attendent de savoir si jamais ils pourront être représentés devant un cour de justice, si j'ai bien compris la question. Il est vrai, comme le disait le journaliste, que c'est une question qui aurait dû être posée au bureau du procureur. Madame Fatou Bensouda vient d'expliquer que les enquêtes sont toujours en cours. Il est évident que ce n'est pas une question qui revient à moi de répondre. La seule chose que je peux dire, c'est qu'effectivement, on remarque qu'il y a eu des victimes des deux camps. On a fait constat de ce fait aussi lors des déclarations liminaires pendant l'audience de confirmation de charge. Je peux seulement répéter ce que j'ai également entendu, comme vous, de la part de Madame le procureur, c'est-à-dire qu'il y a des enquêtes qui continuent. Merci, Maître Massida. We can now have questions. Nous allons maintenant donner la parole aux journalistes présents ici pour qu'ils posent des questions, le cas échéant. Patrick. Bonjour, Florence Maurice, RFI. J'aimerais savoir sur les 7026 victimes autorisées, combien sont concernés par les faits qui ont été retenus pour l'accusation, les 4 événements retenus, et comment est-ce que les autres victimes vont pouvoir participer à la procédure pour avoir leur part de vérité à elles aussi. Merci. Demba Traoré de worldlive.net. Madame, il apparaît, et c'est le fait dans l'opinion ivoirienne, que vous ne parlez qu'au nom de victimes pro-Ouattara. Au point où 1093 autres victimes, dont des organisations crédibles du droit de l'homme avaient déjà fait écho, se sont mis en groupe pour essayer de saisir la Cour.
est-ce que vous ne prenez pas ça comme une défaite personnelle? Et qu'est-ce que vous faites pour corriger cet état de fait pour que toutes les victimes ivoiriennes, quel que soit le camp, soient prises en compte? Je vous remercie. Alors, merci pour la question. Peut-être c'est une précision que je dois faire et qui pourra être complétée par Mme Massida plus tard. Mme Massida est la représentante légale des victimes qui était autorisée à participer dans l'affaire à l'encontre de M. Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudet. Donc, c'est normal qu'elle parle ici uniquement au nom des victimes qui sont autorisées à participer dans cette affaire spécifique. Elle n'est pas la représentante légale de toutes les victimes du conflit ivoirien. Donc c'est une précision, je crois qu'il est important de le faire pour vous et pour nos autres amis ici. Augustin Couillot, notre voix Abidjan. Alors, Madame Paulina, vous êtes une ancienne de la Côte d'Ivoire. Dans un passé, vous avez travaillé en Côte d'Ivoire, donc vous connaissez un peu le terrain. Alors, ce que j'ai remarqué dans la procédure, c'est que vous avez été une deuxième accusatrice. C'est-à-dire, pendant tout ce temps, vous avez suivi le procureur, alors que vous dites que les préoccupations des victimes sont différentes des préoccupations de l'accusation. Alors, quand est-ce que vous allez vous départir de cette position très liée au procureur pour vous occuper des victimes réellement? Merci, Mme Massida. Merci. Je pense que les deux premières questions peuvent facilement accumuler la réponse. Il s'agissait de savoir combien de 726 victimes sont retenues par les 4 épisodes. Alors, toutes les victimes qui participent au procès sont des victimes qui ont subi des dommages à cause des événements qui sont reprochés à M. Gbagbo et à M. Blé Goudet. Donc, toutes les victimes qui participent ont souffert des 5, pas 4, épisodes qui sont retenus dans la décision de confirmation de charge. Cela m'amène également à préciser que, effectivement, comme M. El Abdallah vient de le dire, j'ai été désignée par la Cour pour représenter les victimes qui participent dans l'affaire à l'encontre de M. Gbagbo et M. Blé Goudet. Je n'aime pas trop être signalée, entre guillemets, comme quelqu'un qui représente les victimes pro-Ouattara. Ça, ce n'est pas mon travail. Je représente les victimes qui ont été autorisées à participer à cette procédure, qui ne portent pas en marque en étant pro-Ouattara ou pas pour Ouattara, qui sont simplement des hommes, des femmes et des enfants qui ont subi des crimes. Mon rôle est d'être leur voix dans cette procédure. Cela explique également pourquoi je ne peux rien faire pour des autres groupes de victimes qui auraient subi d'autres crimes et d'autres dommages en raison de différents épisodes de violence qui ont secoué la Côte d'Ivoire, pas seulement en 2010-2011, mais aussi avant cette période. Il s'agit d'une décision de la Cour, il s'agit d'abord d'une décision du bureau du procureur d'ouvrir une enquête et de poursuivre seulement certaines personnes, et il s'agit après d'une décision des chambres de la Cour de désigner un avocat pour les victimes qui ont été autorisées à participer à la procédure. Il ne revient pas au représentant légal des victimes de faire n'importe quoi ou quoi que ce soit pour des autres victimes. Ça, ce n'est pas notre rôle. Ça revient au bureau du procureur éventuellement de décider d'ouvrir d'autres affaires au sein de la situation en Côte d'Ivoire. La question qui concerne l'être perçue en tant que deuxième accusatrice ou avoir suivi l'accusation. Tout d'abord, il est évident, je pense qu'on peut bien se le dire, il est évident que les victimes partagent d'une certaine façon le but du bureau du procureur. Les victimes, comme le bureau du procureur, souhaitent que les personnes accusées soient condamnées. C'est une quête légitime
pour quelqu'un qui pense que certains crimes ont été commis et qui voit dans les deux accusés les personnes qui auraient commis ces crimes. Mais quand je dis que les victimes sont des acteurs indépendants dans la procédure, ce que je veux dire, c'est que souvent, les victimes ont des points de vue différents. Donc, même si on partage le même but, on peut arriver à la même conclusion en plaidant même des choses différentes. Je ne sais pas si quelqu'un avait remarqué à l'époque de la confirmation des charges, les victimes avaient été quand même assez critiques sur la façon dans laquelle le bureau du procureur avait décidé de présenter seulement certains exemples de, comme je les appelle, de victimisation. Question ou, par exemple, sur comment le bureau du procureur avait décidé de retenir seulement certaines dates dans les épisodes qu'il avait décidé de prendre pour décider de quelle charge il voulait imputer aux deux accusés. Donc, s'il est vrai d'un côté que les victimes partagent le même but que le bureau du procureur, je ne pense pas qu'on puisse dire que les victimes sont un deuxième procureur. Les victimes ont une voix indépendante. On va essayer, j'espère, dans le procès, de faire comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on veut dire avec ça, en prenant la position qui est dans l'intérêt de mes clients. Et si l'intérêt de mes clients coïncide avec l'intérêt du bureau du procureur, eh bien, je le dirai. Si ça ne coïncide pas, je dirai quelque chose de différent. Merci, Maître Massida. Peut-être une ou deux dernières questions. Patrick, s'il te plaît. Hi, Stéphanie Vanderberg de International Justice Tribune. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose par rapport au fait de savoir s'il y aura des victimes qui vont participer au procès et combien de victimes seront présentes? Et est-ce que vous pouvez nous dire également si de telles victimes devaient participer, quelles sont les mesures de protection qui seront appliquées, comme on peut voir ici, la sécurité qui est appliquée ici, déjà pour qu'on puisse entrer dans la salle. Presque 5 ans maintenant que M. Gbagbo est enfermé à La Haye. Le procès va durer minimum 1 an et demi, voire 3 à 4 ans avec la défense. Comment se sentent les victimes? Parce que les périodes de temps sont très longues entre les crimes présumés et la justice rendue. Thank you. And last. Merci. Et dernière question adressée à Mme Massida. Bonjour, Clara Sanchez de Ivoire Justice. Dans le passé, vous avez utilisé un assistant qui était proche du camp Ouattara. Est-ce que vous le regrettez? Merci. The first question, there will be... La première question, il n'y aura pas de victimes qui vont assister à l'ouverture du procès. Elles vont suivre les procédures directement depuis Abidjan. Il est possible que les représentants légaux des victimes demandent que certains témoins comparaissent. Mais après la thèse du bureau du procureur, nous n'avons pas encore pris de décision à ce propos. Si nous devions décider de faire comparaître des victimes devant la Chambre, alors, bien sûr, nous allons voir quel type de mesures de protection seront nécessaires pour les victimes, pour qu'elles puissent témoigner en assurant leur sécurité, sûreté et bien-être. Des victimes, à la veille du procès, comme je le disais, elles disent « enfin ». Ça a été quand même un long chemin d'arriver jusqu'ici. Les victimes ont évidemment fait une grande partie du chemin en se demandant si et quand elles pouvaient finalement voir les deux accusés devant les juges de la Cour pénale internationale.
Donc j'ai parlé avec eux tout récemment, la semaine passée et dans les semaines dernières, et toutes ont exprimé leur satisfaction. Pour elles, c'est comme une étape qui est franchie. Enfin, ils peuvent voir que leur histoire sera écoutée devant les juges, et cela est très très important pour elles. Donc c'est vraiment un sentiment de relief et de joie pour le début du procès. Enfin, en ce qui concerne l'assistant juridique sur le terrain qui avait été nommé au sein de notre équipe lors de la phase préliminaire, bon, évidemment, je ne regrette pas d'avoir nommé cet assistant juridique qui a démontré pendant son engagement dans notre équipe d'être absolument neutre en celle qu'il faisait. Et de toute façon, je me demande si quelqu'un qui fait partie d'une équipe de défense ou d'une équipe de représentation légale des victimes doit être neutre. Franchement, je ne trouve pas que c'est quelque chose qui est requis. Quelqu'un peut avoir des conventions politiques, cela ne signifie pas que cette personne n'est pas en mesure de faire ses fonctions. En tout état de cause, cette personne ne pouvait plus faire partie de notre équipe en raison d'autres engagements professionnels. Et donc, il y a une nouvelle personne sur le terrain en tant qu'assistant juridique au sein de l'équipe de représentation légale. Merci, Maître Massida, pour toutes ces clarifications. Et je crois que beaucoup de victimes, mais également de journalistes et du public en général, attendent nécessairement votre déclaration demain aussi. Merci beaucoup.